Bonjour et bienvenue au Hub des territoires. Je suis Alexandra Ringo-Botman, responsable innovation ouverte à la Banque des territoires et membre de l'équipe de pilotage du Hub. Nous sommes ravis de vous accueillir cet après-midi pour cet événement sur la rénovation énergétique de bâtiments publics, du diagnostic à la priorisation des travaux. Vous êtes nombreux dans la salle et en ligne. Je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. En effet, nous sommes particulièrement enthousiastes parce qu'aujourd'hui, on adresse des enjeux essentiels pour les territoires, au cœur de l'actualité. En effet, les bâtiments publics majoritairement construits avant 1975 représentent un coût important, tant en termes financiers qu'en empreinte carbone. Deuxièmement, cette thématique s'inscrit dans une des mesures prioritaires du plan stratégique de la Banque des territoires. Et enfin, il s'agit d'une thématique adressée par un écosystème riche de partenaires et de parties prenantes qui font preuve d'innovation pour identifier des solutions nécessaires pour lever ces défis d'ampleur. Et en tant que responsable d'innovation, je suis particulièrement sensible au sujet et surtout j'ai le plaisir depuis plusieurs années de contribuer aux deux outils numériques qui vont être présentés tout à l'heure. Mais avant de lancer l'événement, quelques mots sur le Hub de territoire que vous avez malheureusement peut-être pas entendu avec la vidéo qui vient d'être passée. Du coup, juste peut-être pour le rappeler, le Hub de territoire est un dispositif destiné à réunir et animer l'ensemble des acteurs territoriaux de l'écosystème de la Banque des territoires, à faire collaborer public et privé, afin d'inspirer les réussites territoriales et accélérer la transformation des territoires. Pour cela, nous avons une programmation riche qui se décline en différents formats, comme l'événement aujourd'hui, mais également des ateliers, les débats, le retour d'expérience. Et pour ne rien rater, je vous incite à regarder sur notre agenda, notre site, l'agenda en ligne. Également, vous vous abonnez à notre newsletter mensuel. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'accueille Sébastien Elouze, responsable du pôle efficacité énergétique des bâtiments de la Banque des territoires. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. Est-ce qu'avant qu'on commence avec une première table ronde qui va décrire et faire découvrir des différentes solutions concrètes pour les collectivités et un deuxième suivi, une deuxième de partage d'expérience, de retour d'expérience de deux collectivités, est-ce que Sébastien, tu pourrais nous aider à décrypter un peu les enjeux autour de ce sujet et connaître la dynamique aujourd'hui de la rénovation des bâtiments publics en France? Oui, bien sûr. Alors le constat, bon, je vais essayer d'être quand même assez positif, vous allez voir, mais le constat, il est quand même qu'on a une réglementation qui est extrêmement importante et qui va s'intensifier un petit peu. On a quelques images qui devraient défiler. Hop, voilà. Donc au niveau national, voilà, le secteur du bâtiment, c'est 43% de la consommation énergétique française et 23% des émissions de gaz à effet de serre, ça vous le savez. Ce qui est intéressant d'analyser à ce stade, c'est que bien évidemment à ça, il faut ajouter l'ensemble des émissions liées aux travaux sur la construction neuve et sur la rénovation qui alourdit aussi ce segment. Et donc qu'on a un secteur qui est caractérisé par des fortes consommations énergétiques, des constructions qui continuent à se développer, et en même temps la nécessité de réduire l'empreinte énergétique, l'empreinte environnementale, sur des échéances à court terme et puis des échéances à plus long terme. Et que donc il y a un travail de fond à mener et qui doit pouvoir être organisé au sein de toutes les maîtrises d'ouvrage et aussi bien évidemment au sein des maîtrises d'ouvrage publiques. Alors quand on regarde un petit peu plus en détail, voilà, les bâtiments publics, on est autour des 350 millions de mètres carrés, à peu près 250 à 280 millions de mètres carrés pour les bâtiments des collectivités. On a à peu près 50% des bâtiments qui sont des bâtiments scolaires et sur lesquels on prépare un programme qui va permettre d'intensifier et d'accélérer spécifiquement sur ce sujet emblématique qu'on aime bien traiter, nous, à la Banque des territoires, sur lequel on avait déjà travaillé dans le cadre d'Action Cœur de Ville avec 1000 écoles et sur lequel on prépare un plan encore plus ambitieux. C'est aussi concrètement des dépenses énergétiques. Donc les chiffres de l'ADEME de 2017, c'était
30 à 50 euros par habitant. Vous imaginez bien, là, avec les explosions du prix de l'énergie, qu'on est plutôt maintenant autour des 60, voire une centaine d'euros par habitant. Donc concrètement, ça se traduit déjà dans les territoires par des collectivités qui n'ont pas pu maintenir l'exploitation de leur piscine ou de leur patinoire. Donc il y a des effets concrets qui se voient déjà sentir. Une augmentation très forte de la réglementation, je le disais, donc le décret tertiaire qui s'applique à partir de 2030, sur lequel la réduction des consommations de tous les bâtiments de plus de 1000 m² doit être réduite d'au moins 40%, donc c'est assez important comme effort. Le décret BAX, je ne rentre pas trop dans le détail, mais qui s'applique aussi à partir de 2025 et de 2027. On va aussi avoir des réglementations qui vont s'appliquer sur le logement, même si ce n'est pas notre sujet du jour, et qui vont interdire la location à un certain nombre de logements. En Île-de-France, on parle à horizon 10 ans de l'interdiction d'à peu près 50% des logements dans le parc locatif. Donc c'est extrêmement important. Donc le secteur, vous le comprenez bien, va vivre un certain nombre de transformations. Et donc toutes ces transformations doivent être accompagnées, et c'est ce qu'on essaye de faire à l'occasion de ce hub des territoires et qu'on essaye de faire maintenant depuis plusieurs années avec ce parcours de la rénovation énergétique. Donc le coût de l'inaction, concrètement, il va augmenter. Donc le coût de l'inaction, vraiment au sens de l'économiste Nicolas Stern, dans une vision globale et pas uniquement sur l'aspect énergie, il va augmenter. On a des problématiques qui vont être liées au confort d'été. Rappelez-vous, quelques années, ces épreuves du brevet qui ont été arrêtées parce qu'on avait une canicule qui ne permettait pas aux élèves de pouvoir avoir dans des bonnes conditions l'examen. Et donc, tout ça faut regarder la réalité en face, s'amplifier. Et donc, la posture, c'est est-ce qu'on attend que le coût de l'inaction augmente de plus en plus, ou est-ce qu'on met en place dès à présent une stratégie territoriale? Donc vous le savez, la solution qu'on pousse, c'est de mettre en place ces stratégies. C'est pour ça qu'on met en place des outils, un parcours qui sera développé tout au long de cette journée, qu'on met aussi les moyens nécessaires en ingénierie pour pouvoir vous accompagner. Et ça, c'est bon pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est bon pour le budget de la collectivité, c'est bon pour l'écosystème de l'offre de la rénovation énergétique, donc de l'offre vraiment des territoires, parce que ces travaux vont faire travailler des artisans, des entreprises, et donc il faut aussi imaginer que la montée en puissance de la demande doit s'accompagner d'une montée en puissance de l'offre, qui est aussi un enjeu. Et donc, c'est tout de suite qu'il faut mettre en place ces stratégies pour pouvoir travailler sur le long terme son patrimoine, et on sait que même sans des moyens trop importants, on est capable d'agir sur son patrimoine. Donc on a mis en place ce parcours, il sera décliné tout au long de cette séquence, et donc je ne vais pas y revenir, mais comprenez qu'il y a des étapes, à la fois d'un point de vue patrimonial et à la fois d'un point de vue bâtimentaire, avec une stratégie de long terme et puis des actions qu'on peut mener tout de suite et avec nos partenaires, et notamment on aura l'intervention de la FNCCR avec Guillaume Perrin tout à l'heure. On jalonne ce parcours pour vous accompagner et vous permettre d'accélérer vos rénovations. Les communes qu'on accompagne, qui ont cette volonté à la fois politique et qui mettent en place ces moyens techniques, réussissent tous les jours. Elle nous le prouve. Et donc, quelque part, ce qu'on veut, c'est aussi partager avec vous ce retour d'expérience. Et ce que je voulais vous montrer en toute dernière slide, c'est cette carte-là, qui est le bilan des opérations Intracting 2022. Donc, Intracting, c'est un dispositif qu'on promeut qui consiste simplement à financer les actions sur la base des économies d'énergie. Et vous le voyez sur la carte, là, en 2022, on a couvert quand même un certain nombre de territoires, de syndicats d'énergie, de communes, voilà, d'intercommunalités qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Et notre objectif, bien évidemment, c'est de disséminer au maximum l'ensemble de ces dispositifs, Intracting, marchés globaux à performance énergétique, prêts pour pouvoir accompagner l'accélération de ces rénovations. Voilà, donc je vous souhaite une bonne séquence et pour vous retrouver très prochainement autour de vos projets. Merci beaucoup, Sébastien. J'entends du coup que les défis sont d'ampleur, qu'on avait tous sûrement déjà en tête, mais que les solutions sont également nombreuses. Pour découvrir au moins certaines de ces solutions-là, j'invite maintenant à venir sur scène
et à distance, parce qu'on a un des intervenants à distance pour cette première table ronde autour des accompagnements, l'accompagnement des collectivités, différentes modalités d'accompagnement et des solutions innovantes pour répondre à différentes étapes de ce parcours. Merci beaucoup. Oui, super. Donc du coup, juste pour, je vous laisse vous présenter rapidement avant de lancer avec mon comparateur énergétique. Bien, merci Alexandra de m'accueillir. Je suis Hérald Berthaud, je dirige Sobre depuis quelques années maintenant et très content de participer avec vous à cette présentation du comparateur énergétique. Stanislas Gauthier, je suis directeur marketing à la direction des prêts et je vais vous parler de Prioreno, un des services qu'on propose. Et Guillaume Perrin, je ne sais pas si... Guillaume Perrin, effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis en charge du programme ACTE, centré sur la rénovation énergétique des collectivités. Ravi d'être avec vous. À la fin de cette table ronde, cette première table ronde, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, je vous encourage tous et à toutes à ajouter, en tout cas, poser vos questions dans le chat. Alors, on commence avec mon comparateur énergétique, Hérald. Une nouvelle version de l'outil vient d'être déployée il y a quelques semaines. Pouvez-vous nous présenter les objectifs de cet outil et puis en quoi, en tout cas, la nouvelle version apporte des nouveautés? Alors, il me semble que pour introduire le sujet, on va montrer une petite vidéo tout de suite pour mettre nos téléspectateurs directement dans le sujet. C'est rapide, ça prend 1 minute et demie et on commentera derrière. Aujourd'hui, le dispositif réglementaire éco-énergie tertiaire impose une réduction progressive ambitieuse de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire de 1000 m² et plus. Dans le secteur public, ces objectifs concernent tout particulièrement les établissements scolaires, les infrastructures sportives municipales ou encore les locaux administratifs et culturels. Les collectivités doivent s'engager sur le sujet de la rénovation énergétique de leur patrimoine pour remplir leurs obligations. Mais par où commencer ? Pour vous aider dans cette démarche, la Banque des Territoires a créé pour vous un outil digital, Mon comparateur énergétique. Son objectif ? Vous donner accès en quelques clics à l'estimation des consommations énergétiques des bâtiments situés sur votre commune et ainsi mieux mesurer les enjeux de rénovation énergétique de votre patrimoine. Gratuit et sans inscription, Mon comparateur énergétique vous permet, en renseignant simplement le nom de votre commune, d'estimer le niveau de consommation des bâtiments et de le comparer à la moyenne nationale, d'identifier un premier niveau d'impact énergétique, écologique et financier pour les bâtiments situés sur la commune, de visualiser les économies d'énergie nécessaires pour être conforme au dispositif éco-énergie tertiaire, de comparer la consommation de certains de vos bâtiments, écoles, gymnases et piscines par rapport à la moyenne nationale. Vous pouvez télécharger et partager l'ensemble de ces données. Pour découvrir mon comparateur énergétique, rendez-vous en ligne sur notre plateforme. Banque des Territoires, l'intérêt général a choisi sa banque. Voilà une vidéo rapide qui présente l'outil. Alors, ce que je propose, Alexandra, c'est qu'on revienne sur quelques éléments plus précisément dans le cadre de cette démarche. Alors, les slides sont arrivés tout seuls. Donc, ce qui est assez formidable dans cette expérience auquel on a contribué, je vous remercie de nous avoir fait confiance, c'est surtout le boulot qui a été engagé par la Banque des Territoires et notamment dans sa mission et son rôle en proposant 2 outils. On va parler de Mon comparateur puis de Prioreno, qui ont comme immense mérite d'être des outils qui sont accessibles à tous. Et donc, tout le monde peut en profiter. Ce sont des outils qui sont disponibles pour n'importe quel public et qui, en plus, sont des solutions gratuites. Et dans un environnement dans lequel cette problématique de technologie, d'appel à la data est de plus en plus courant. Je pense que c'est très louable d'avoir clairement identifié cette ouverture au plus large public et surtout sans barrière économique.
Alors, les deux outils dont on va parler cet après-midi, je vais me concentrer sur le comparateur, mais ils ont des fonctions qui se combinent bien, puisqu'il s'agit de commencer par sensibiliser à la problématique nos partenaires, et de l'étape suivante, il s'agira d'approfondir un peu plus les détails pour pouvoir commencer à réfléchir aux actions qu'on veut mener. Donc mon comparateur va avoir trois fonctions principales. Il va chercher à estimer des données macroscopiques, et il va chercher à identifier des points de passage et sans doute commencer à repérer quels sont les endroits sur lesquels on peut intervenir. Et puis enfin, ça va permettre de visualiser l'ensemble de ces consommations. Alors, pour construire cet outil, il a fallu trouver des bases de données. Ce qui est un exercice, je vais essayer de... Voilà, on en arrive aux données. Et donc, les différentes données que vous allez voir apparaître à l'usage de mon comparateur, qui est un outil qui a été bien travaillé avec les équipes et les inputs de la Banque des Territoires et l'équipe d'Alexandra. C'est quelque chose qui est assez graphique, qui est plutôt sympathique dans son interface. Mais ça recèle aussi des informations et des données qu'il a fallu aller chercher, mettre en place dans un environnement. Et on parle couramment de données open source. Donc, c'est encore un vocabulaire, on doit trouver un jour le pendant données gratuites. En l'occurrence, ces données, elles ont un grand mérite, c'est qu'elles sont très nombreuses, très vastes. Soyons clairs, de temps en temps, elles pourront avoir une vision plutôt macroscopique que exactement précise. Donc, ce qui guide cet outil, c'est de se dire qu'il vaut mieux être, comme je emploie souvent cette expression que je n'ai pas inventée, il vaut mieux être directionnellement correct qu'exactement faux, et je crois que c'est vraiment l'esprit qu'on a essayé de mettre en place dans cette démarche pour pouvoir guider tout le monde de façon efficace. Pour rentrer un peu dans les détails, en fait, il y a trois grandes sources d'informations qui sont utilisées pour fabriquer les informations qui sont mises à disposition par le biais du Hub des territoires, pardon, de comparateur aujourd'hui. Il y a des données qui viennent de l'ORE, qui sont notamment des données qui nous permettent de répartir les bâtiments par rapport à leurs différentes activités, leur consommation, et qui vont permettre de retrouver votre environnement. Prioreno a déjà une première intervention, puisque dès là, on va récupérer des données de consommation qui proviennent notamment de cartographie et d'informations sur le territoire. Et donc, on va pouvoir positionner les bâtiments les uns avec les autres. Et puis, dernièrement, on a des informations sur les coûts, puisqu'on a essayé de chiffrer le dispositif. Et donc, on a fait confiance aux données de l'ADEME, notamment, pour pouvoir se servir de ces données comme référent. Donc, une fois qu'on a fabriqué ces données, on a voulu proposer deux grands axes de lecture. Un axe de lecture qui s'appelle à l'échelle du parc, c'est-à-dire qu'on va voir les bâtiments ensemble au niveau d'une commune ou d'un environnement. Et là, c'est le groupement qui va être analysé. Donc, on va retrouver le territoire des bâtiments publics, privés, en fonction de leur catégorie, de leur activité. Et donc, c'est une vision globale. Dans un deuxième temps, il y a une vision qui est plus organisée au niveau du bâtiment. Et donc cette fois-ci, on va pouvoir rencontrer ou rentrer dans un bâtiment particulier, un gymnase, une école, pour avoir une idée plus précise de ce qu'elle a comme consommation. Alors ce qui est intéressant dans cette logique, c'est de pouvoir se comparer par rapport à des cohortes, c'est-à-dire qu'on a des ensembles et on va pouvoir se repérer pour essayer de voir comment est-ce que fonctionnent les bâtiments les uns par rapport aux autres. Ce comparateur, on pourrait se poser la question au début, mais finalement, tous nos clients et tous nos contacts, toutes nos organisations, tout le monde sait tellement bien comment ça se passe. Et en fait, il s'avère qu'à l'épreuve de l'exercice, souvent on part d'une donnée qui est présente dans les livres comptables. On a cru qu'on avait reçu sa facture et qu'avec ça, les problèmes sont résolus. Et en fait, vraiment, cette première étape va permettre de rentrer dans la matière première en parlant de kilowatts, en parlant d'une matière tout à fait concrète. Et une fois de plus, je vous félicite de l'action qui est menée là-dessus parce que c'est un grand pas en avant. Alors,
on va terminer cette intervention en rappelant que nous nous situons dans un dispositif qui est celui du dispositif éco-énergie tertiaire. Alors, tout le monde parle dans le public du décret tertiaire qui concerne les bâtiments de plus de 1000 m². Sébastien en a parlé tout à l'heure. Et donc, l'environnement public est évidemment concerné aussi par cette logique-là. Alors, pour évoquer le sujet brièvement, on a déjà une visualisation de ce que seront les ambitions nécessaires de cette économie d'énergie à venir, puisqu'on parle effectivement d'une baisse de 30, puis 40, puis 50% des consommations. C'est extrêmement ambitieux. Ça va nécessiter des efforts, des investissements. Je pense que tout le monde sait bien de quoi est-ce qu'il va s'agir. Quoi qu'il en soit, visualiser les choses pour s'en rendre compte, je pense que c'est une bonne opportunité. Et de nouveau, chacune des communes pourra essayer de prendre conscience de ce qu'il va y avoir à faire. Vous verrez dans les détails qu'on a essayé d'intégrer une projection de la facture énergétique en fonction des hypothèses que nous pourrions avoir de façon macroscopique, en espérant que nos conflits européens se calment et que tout ça revienne à la normalité. Donc pour finir, je vous propose juste de nous réinstaller dans la logique du décret tertiaire. Donc vous voyez qu'on est sur un programme non seulement ambitieux en volume, mais aussi en échéance, puisqu'on part sur des échéances pour 2050. On est en train de regarder un vrai investissement et je pense que souvent on dit qu'on ne travaille pas pour les générations futures. Ben, je pense que précisément on y est et que c'est l'occasion de le mettre en avant. Donc on en est tout au début. En principe, chacun d'entre nous et chacun d'entre vous, tout le monde devrait avoir déjà fait sa déclaration initiale qui devait être terminée pour le 31 décembre 2022. On est en cours, on va dire. Je pense qu'il y a un vrai mouvement. Les estimations sont que peut-être 40 à 60% du périmètre est déclaré aujourd'hui. C'est déjà beaucoup, mais on voit qu'il est toujours temps de se raccrocher à l'étape. Quoi qu'il en soit, dès 2023, on va récupérer des informations importantes sur les bâtiments déclarés, puisqu'ils vont récupérer une notation qui va permettre de faire une première estimation de la dette énergétique de chacun des sites et de se dire, ben voilà, ce bâtiment, si on veut pouvoir l'inscrire dans la logique, voilà l'ampleur et la nature des travaux qui vont pouvoir être menés. Donc dès 2023, et on parle de septembre, sans doute le dernier trimestre, on va avoir un retour d'informations extrêmement vif sur ce sujet-là, et ça va donner un grand coup de fouet à l'opération. Et puis après, on va rentrer dans des phases d'études énergétiques, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre, commencer à chiffrer, commencer à essayer de comprendre quelles sont les étapes. Donc ce sont les phases de dossier technique et de modulation. Et puis derrière, les 3 jalons qui vont aller jusqu'aux économies maximum qu'on espère avoir sur le sujet. En tout cas, c'est une vraie ambition. Il y a beaucoup de choses à faire. Et rappelons-nous que plus que jamais, l'effort qui est fait dans ce continuum d'offres qui est proposé et cette mécanique qui se construit autour de la Banque de territoire pour proposer à chacune des étapes du processus qui sera le vôtre, les études estimatives, les priorisations, parce que malheureusement on ne pourra pas tout faire, donc quels sont les choix qu'on va avoir envie de mettre en avant, comment on va les financer, et puis évidemment suivre dans le temps comment est-ce que tout ça va se dérouler. Et c'est mon comparateur est sans doute le premier maillon, et c'est très bien de l'avoir engagé. Merci beaucoup, Erhard. Je vois du coup que mon comparateur, déjà on n'avait pas précisé d'ailleurs pour quelles collectivités, en tout cas, est-ce que c'est pour toute collectivité? Est-ce qu'il y a tout le monde y a accès? Eh bien, la vertu du système, c'est que c'est très ouvert. Donc, d'une part, il n'y a pas besoin de s'identifier de façon particulière pour accéder à la plateforme. Et ensuite, effectivement, dès lors qu'on connaît son code postal, eh bien, on peut commencer à identifier le sujet. Super. On aura un témoignage tout à l'heure, justement, de l'avis de Thumery sur le sujet de mon comparateur énergétique. Je vois aussi qu'on avait d'ailleurs, c'est M. Carlier qui l'avait posté dans le chat là, autour de qu'est-ce que ça veut dire finalement de l'impact, effectivement, 2050, qui est une diminution de 60% par rapport à l'année de référence. Justement, pour avoir cette vision-là, on propose déjà une première présentation dans mon comparateur énergétique qui peut être tout à fait intéressant pour les collectivités, pour se situer par rapport à la fois la moyenne dans certains sujets sur la consommation, mais aussi par rapport à leur trajectoire à faire. Pour aller une étape plus loin dans ce parcours, pour d'autres modalités d'accompagnement, la collectivité peut également bénéficier de dispositifs tels que Acté. Et du coup, je tourne vers Guillaume
pour que vous nous expliquiez un peu plus ce que c'est le dispositif acté et comment la FNCCR accompagne aujourd'hui les collectivités dans la rénovation énergétique. Exactement. Alors, on fait en sorte de se placer au sein effectivement d'un parcours utilisateur, à la fois dans le contexte qu'a très bien défini justement juste avant nous Sébastien, pour le coup, puisque pour rappeler Hérald aussi sur l'approche effectivement des différents outils qui permettent de connaître, en première approche en tout cas, ces consommations énergétiques. Au niveau d'Acté, on est effectivement sur un programme central à destination des collectivités pour leur présenter les manières d'avancer dans la connaissance de leur parc et choisir les actions par lesquelles avancer. J'avais un support, je ne sais pas si vous souhaitez le partager ou si j'interagis sans, c'est pas obligatoire, c'est comme vous préférez. Pour effectivement vous rappeler un peu ce que constitue Acté de manière très synthétique. On a 2 parties dans Acté. Je peux faire alors, J'ai la télécommande en main, il suffit de me dire d'avancer, je vais le faire. Très bien. Et ben, je te laisse appuyer au moins une fois, si ce n'est 2, effectivement, encore une fois, effectivement, pour vous présenter effectivement la Galaxie Acté. D'une part, effectivement, un centre de ressources à disposition des collectivités, des cahiers des charges prêts à l'emploi, par exemple sur les contrats de performance énergétique, par exemple sur un certain nombre d'éléments de mise en place de schémas directeurs immobiliers énergie, des guides, des MOOC, des formations, tout ce qui permet aux collectivités d'avoir les informations nécessaires pour aider le passage à l'action. Et puis une autre partie qui est la partie centrale au niveau des financements, qui est l'aide au passage à l'acte. Et c'est aussi un des axes partenariats qu'on a avec la Banque des Territoires, qui d'une part fait partie de notre comité de pilotage du programme Acté, et d'autre part, effectivement, on travaille un dispositif spécifique auprès des écoles de cette rénovation-là. On aura l'occasion d'en parler dans un autre contexte. Pour parler peut-être financement de manière très concrète, encore un clic s'il te plaît, pour vous montrer les 4 lignes de financement qui existent dans le programme Acté. Un axe d'ingénierie territoriale, l'économe de flux, l'équivalent du conseiller énergie partagé d'ADEME, peut-être pour certains d'entre vous qui en avaient déjà développé, un expert technique local qui apporte aussi une aide au bouclage de financement. Des outils de suivi qui permettent effectivement, via différents outils au choix de la collectivité comme Sobre ou autres, effectivement, d'avoir une approche de connaissance de son patrimoine, de suivi de consommation, des études techniques, notamment les audits, et tout ce qui va être maîtrise d'œuvre, 50% sur les 3 premières lignes et 30% globalement sur la 4e, aux alentours d'un centre de ressources. Peut-être pour vous parler encore de 3 éléments auprès d'Acté, avec le slide suivant, pour effectivement vous inviter dans le centre de ressources avec l'ensemble des documents et des charges qui sont disponibles. Vous avez aussi des cartographies qui le sont. D'une part, à votre droite, la cartographie des lauréats Acté, ce qui vous permet de voir dans votre région quels sont les lauréats, de quelles aides ils ont bénéficié, est-ce que vous, directement en tant que commune, intercommunalité ou autre, vous pouvez directement en bénéficier ou bien aller les chercher vous-même. Et à gauche, la cartographie des facilitateurs qui permet en effet de connaître l'ensemble des acteurs portant un accompagnement au niveau de la rénovation énergétique. Mon slide juste après visait à bien rappeler l'écosystème et le parcours utilisateur dans lequel on se place. Acté, nous, on va se placer vraiment sur un peu l'ensemble des différents secteurs. Le financement des études, la connaissance du patrimoine avec l'approche de l'économe de flux, financement effectivement des mesures de comptage, d'accompagnement, de suivi dans la partie passage à l'acte, et financement des outils de suivi, ce qui permet de s'assurer que les économies générées, par exemple avec un dispositif Intracting, sont bien des rendez-vous, permettent de rembourser l'emprunt initial et de thésauriser pour aller plus loin dans une approche évidemment de rénovation globale. Donc Acté, c'est vraiment cette approche d'accompagnement technique d'un point de vue centre de ressources, financier d'autre part, avec les lignes que j'ai pu mentionner, ainsi que des lignes plus spécifiques en termes de sous-programme. Un mot également pour vous parler de l'approche qu'on a au niveau de la suite d'Acté, Acté Plus, avec différentes lignes financières. Et je vois effectivement la question de l'un des auditeurs autour effectivement du planning de sortie. On a notre dispositif principal qui est l'appel à projet Chaîne, qui va reprendre du coup les lignes de financement que je vous ai évoquées, qui sort entre fin avril et mi-mai. On attend encore un retour auprès du ministère sur la signature de la Convention nationale pour pouvoir annoncer et partager le cahier des charges en tant que tel, et l'ensemble des sous-programmes, notamment sur les piscines, sur les patinoires, etc., qui peuvent en sortir. Je conclurai peut-être mon intervention pour vous présenter peut-être en 2 slides
2 retours d'expérience intéressants pour concrétiser un peu en quoi ça consiste acté sur le terrain. L'exemple de la métropole d'Aix-Marseille, qui a donc porté un dossier acté avec la LEC, avec le syndicat d'énergie, et qui a permis effectivement de mettre à disposition d'un certain nombre de communes différentes approches pour passer à l'action, donc le suivi, la connaissance des dépenses énergétiques, l'accompagnement, la visite, le pré-audit, si je puis dire, avant de faire vraiment l'audit en tant que tel, des bâtiments communaux, des éléments déperditifs, de ce qu'il s'agit de mettre en place, dans l'idée potentiellement après mettre en place des groupements de commandes entre plusieurs communes et passer à l'action, et puis une action de sensibilisation avec les élus, avec les services, pour effectivement travailler aussi sur cette dimension sobriété qui fait partie. Un autre exemple, cette fois-ci on change, on va dans l'Est, en Moselle, en l'occurrence la commune de Folklin. Donc là on est sur une autre échelle, une commune rurale, isolée en l'occurrence, qui a fait une aide actée pour effectivement avoir une aide sur cette partie audit énergétique et travailler sur une aide en maîtrise d'œuvre, de passage à l'action très concret, d'isolation, menuiserie, toiture, travail sur le remplacement du système de chauffage de manière à passer à l'acte. Mais derrière le slide, je laisserai peut-être les consulter pour ne pas monopoliser la parole et essayer de rester dans le créneau qui m'a été défini. J'ai fait un focus sur quelques éléments autour de la sobriété, puisque le slide suivant vous montrera une publication qui est dédiée et les slides qui suivent les retours d'un sondage qu'on a fait, qu'on a pu partager auprès du ministère pour montrer comment est-ce que les collectivités sont bien rentrées dans ce plan sobriété de l'atteinte des 10% au moins d'économie d'énergie, 10% durable par des sensibilisations, des régulations, une approche sur l'éclairage intérieur et extérieur et effectivement une analyse sur les freins rencontrés, notamment dans la partie pédagogique où il y avait des choses à mener qui continuent à être menées et ce vers quoi on peut continuer à aller, c'est mon dernier slide, pour effectivement continuer cette sensibilisation, cette mise en place d'économies d'énergie de premier niveau et surtout les inscrire dans une approche durable. Donc la sobriété comme première brique intégrée de cette approche de rénovation énergétique qui ouvre après évidemment sur les aides actées, que ce soit sur des bâtiments très spécifiques comme les piscines et les patinoires ou l'ensemble des bâtiments tertiaires, l'appel à projet chaîne encore une fois qui est assez central et dont je vous parlais, mais aussi d'autres démarches comme l'effacement électrique, comme l'éclairage public, une galaxie d'outils actés à votre disposition, puis en très bonne interaction avec les partenaires qui sont autour de table et au-delà, évidemment. Merci beaucoup, Guillaume. J'ai une question pour ceux et celles qui connaissent peut-être moins le programme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les critères d'éligibilité, en tout cas des collectivités qui sont accompagnées par ce dispositif? Toutes les collectivités sont les bienvenues, qu'on soit des grands débutants en s'intéressant très récemment à l'énergie et à moins consommer au vu des factures énergétiques récentes, aux collectivités qui auraient déjà mis en place un plan pluriannuel d'action depuis plusieurs années et qui vont chercher les derniers degrés, les derniers pourcents d'économie d'énergie qu'on peut aller chercher en l'occurrence. Donc du coup, vraiment, il n'y a pas de barrière à l'entrée en disant il faut que vous ayez déjà fait 15 ans d'analyse du sujet ou au contraire, on ne prend que les débutants. Tout le monde est bienvenu. En termes de typologie de collectivité, c'est exactement la même chose. Qu'on soit une commune rurale isolée, Folklin que j'ai mis en avant, une métropole, un département, un syndicat, une région, des intercos regroupés ou seuls aussi, même si on incite toujours à mutualiser, vous êtes évidemment les bienvenus. Et effectivement, notre programme, c'est sur le tertiaire public, donc en particulier ce qui rentre dans le décret tertiaire, on l'a vu avec la vidéo, donc plus de 1000 m², mais aussi moins de 1000 m². C'est vraiment tous les bâtiments publics à usage principal de tertiaire auprès des collectivités. Merci beaucoup, Guillaume. Je passe. Il y a également 2 questions dans le chat. Je ne sais pas si vous souhaitez que j'y réponde ou par le chat. Quoi, on avait également des questions posées pour mon comparateur. Si c'est possible, je pense que ça peut être intéressant d'attendre le temps de questions-réponses tout à la fin de la table ronde, pas à la fin de l'intervention totale, mais d'ici quelques minutes. Peut-être du coup pour voir, on a vu donc en amont des travaux, pendant les travaux et puis le suivi des travaux qui suit effectivement ce parcours qu'on a et qui a été présenté par Sébastien tout à l'heure. Finalement, on voit que il y a une articulation assez forte aussi avec ce dernier outil qu'on va présenter aujourd'hui qui est PrioRéno, notamment dans la priorisation des bâtiments qui nécessitent des rénovations, donc du coup en amont de travaux. Et en parallèle sans doute d'autres éléments
plus approfondie encore de diagnostic. Stanislas, est-ce que tu pourras nous présenter l'outil, l'origine, un peu la proposition de valeur de Prioreno aujourd'hui? Avec plaisir. Est-ce qu'il faut que j'appuie pour lancer la vidéo? Non, ça part tout seul, c'est super. Donc l'idée, vous savez, la Banque des Territoires, elle accompagne les collectivités d'abord dans le financement de leurs projets. Et donc on a depuis un certain temps, pour la direction des prêts, mais aussi la direction de l'investissement, une gamme de produits qui permettent de financer ces projets-là. Au moment du plan de relance, on a constaté que il était le démarrage de ces rénovations, l'intensité, la massification de ces rénovations, elle rencontrait un certain nombre de freins. Et donc, on a réfléchi avec l'ensemble des collègues à proposer un nouveau service. Donc, les trois grands freins, il y en a plus, mais au moins ceux auxquels on essaye de répondre avec Prioreno, le premier, c'est d'avoir une vision exhaustive de son parc. Voilà, quand on est une petite collectivité, parfois on hérite d'un parc dont on n'a pas la vision globale. Et une fois qu'on en a une vision globale, il faut s'en faire une idée plus précise. Donc il faut aller collecter beaucoup de données qui sont parfois disponibles, parfois pas disponibles. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de données qui sont disponibles aujourd'hui dans des bases nationales, et l'idée c'était de proposer un service qui agrège et qui simplifie ce recueil de données. Le troisième frein qu'on a identifié, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositifs, d'outils qui existent aujourd'hui, mais pour les plus petites collectivités, c'était un peu difficile de disposer de l'expertise technique et d'ingénierie et de s'approprier ces outils. Donc voilà, ça c'est les trois grands sujets qu'on a voulu lever avec Prioreno, et donc on a monté un partenariat avec Enedis et GRDF pour répondre à ces freins. Donc l'outil, il est constitué de trois grandes couches. Une première couche de données qui concerne les bâtiments. Et donc on va aller chercher dans les bases nationales l'ensemble des bâtiments qui appartiennent à la collectivité. On a ensuite une deuxième couche qui est la consommation réelle des bâtiments, et c'est pour ça qu'on a Enedis et GRDF avec nous, pour coller sur ces bâtiments la consommation réelle. Et puis on a une troisième couche qui est plutôt là pour alimenter la décision. Et par exemple, on va pouvoir identifier dans Prioreno, aujourd'hui on a 99% des écoles sur l'ensemble du territoire qui sont identifiées dans Prioreno. On va aussi disposer du nombre d'élèves par exemple, et on va alimenter la collectivité pour l'aider à décider et à cibler les 10 à 20% de son parc qui sont les plus consommatrices. Donc une fois cette identification des 10 à 20% faite, là on rentre dans les dispositifs d'études et on va pouvoir ensuite lancer sa rénovation. Donc vraiment, Prioreno, l'idée c'était de mettre à disposition toute cette mécanique pour simplifier l'accès à la donnée des collectivités et pour en quelques clics leur permettre de disposer de ce listing qui ensuite doit être creusé avec les experts via des études d'ingénierie. Donc voilà, c'est un outil qu'on a pensé comme ça, et on voit que l'usage, alors je laisserai peut-être la collectivité tout à l'heure qui va nous en parler un peu plus, mais l'usage aussi s'est diversifié. On ne maîtrise pas totalement les produits qu'on conçoit, mais on voit qu'aujourd'hui c'est aussi un outil de dialogue entre les experts et les élus pour aider, cibler et documenter la priorité qu'il y a sur une rénovation, mais aussi entre les élus et les citoyens pour expliquer par exemple pourquoi on va aller rénover l'école Jules Ferry plutôt que le collège Gagarine dans un projet assez global de rénovation de son parc. Donc voilà,
peut-être un petit mot quand même pour les partenaires Enedis et GRDF qui nous accompagnent. Chacun apporte sa pierre. Donc la Banque des Territoires, c'est la plateforme qui permet de gérer ces données de manière un peu sécurisée, comme on gère aujourd'hui les données bancaires, et c'est aussi le réseau territorial qui nous permet de valider les identités et de donner accès aux bonnes personnes à l'outil. Enedis, GRDF, bien sûr, leur expertise sur la donnée de consommation et la capacité à disposer des consommations réelles. Et puis l'État aussi, qui est signataire de la Convention, qui nous permet de coordonner cet outil avec l'ensemble des dispositifs. Donc voilà. Aujourd'hui, on est en phase d'acquisition, donc on a à peu près plus de 650 collectivités qui rentrent dans le dispositif. Et puis, petit à petit, c'est aussi une démarche Prioréno, puisqu'on est en train de constituer une base nationale d'information. Toutes les données disponibles dans Prioréno sont modifiables et sont fiabilisées par les collectivités. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un dispositif industriel. Donc, nous, on va chercher toutes les données disponibles, on estime certaines données, la collectivité a la main pour valider et enrichir la qualité de la donnée, et ensuite ce sera une base nationale qui pourra servir pour tirer les expériences des rénovations demain. Donc voilà, assez rapidement la présentation de Prioréno. Peut-être un dernier mot s'il y a des gens qui sont intéressés. Il suffit de googler Prioréno sur Google. Il y a un point de contact qui s'appelle Contact Prioréno, et puis vous avez la page sur la plateforme Banque des Territoires. On accompagne notamment les syndicats. On a une démarche de partenariat et de conventionnement qui permet d'accompagner plus particulièrement les syndicats d'énergie. Et puis on accompagne les petites, les grandes et les moyennes collectivités. Oui, très bien, parce qu'on le voit définir effectivement l'interface, en tout cas quelques éléments sur l'interface et le parcours. On comprend que du coup, il y a une inscription qui est demandée, mais effectivement, le point de contact, déjà, on mettra aussi dans l'URL, dans le chat, pour accéder, pour avoir ce point de contact. Comment du coup, finalement, les collectivités accèdent, et on le voit effectivement là, la validation de ces points qui sont proposés dans l'outil. Peut-être avant qu'on passe aux questions, parce que je vois qu'il y a un certain nombre de questions, faire le lien avec ce que Sébastien avait dit en introduction, à savoir ce parcours et ce continuum d'offres de la Banque des Territoires, mais également avec ses partenaires. Donc, c'est le parcours global qui est proposé justement avec Acté, comme on avait dit avec la FNCCR, et autres partenaires comme Sobre, aujourd'hui présents pour mon coopérateur énergétique. Peut-être, Stanislas, est-ce que tu peux aussi me présenter le reste finalement de cette offre globale? On a vu des outils qui sont bien dedans, mais en tout cas, on n'a pas encore fait le point peut-être sur les autres formes d'accompagnement. Oui, un mot, parce qu'on en a déjà un peu parlé tout au long, mais c'est le fil conducteur, c'est le parcours. C'est accompagner les collectivités du début de la sensibilisation, que ce soit à travers mon comparateur, ensuite on passe sur Prioréno, et ensuite les solutions d'accompagnement classiques de la Banque des Territoires. Je ne crois pas qu'on ait de slide là-dessus. Bon. Et donc un parcours global en termes de financement. Il y a bien sûr l'Intracting qui est, comme Sébastien l'a montré tout à l'heure, a vraiment trouvé un public et qui a une dynamique extrêmement importante. Et ensuite on a les prêts classiques avec une revue de l'offre qui s'est faite cette année, notamment auprès des collectivités, et pour les projets les plus ambitieux, un taux qui a été bonifié en début d'année pour accompagner ces rénovations ambitieuses. Donc je pense que ce qu'il faut retenir de l'offre de la Banque des Territoires, c'est vraiment ce parcours d'accompagnement tout au long de la vie du projet. Et n'hésitez pas à contacter nos directions régionales qui là, sont parfaites pour vous orienter vers la meilleure solution. Merci beaucoup Stanislas, est-ce qu'on pourrait passer aux questions? Timothée, je pense que dans la salle, on a quelques-unes en ligne.
Alors, oui, pardon. Nous avons une première question sur mon comparateur énergétique. Euh, et, pardon, oui, une personne qui demande pourquoi sur son territoire aucun bâtiment n'est renseigné lorsqu'elle consulte sur mon comparateur énergétique. Alors d'abord, merci de cette question et de la transparence de la question. Nous apprenons en marchant, donc nous sommes en train de sophistiquer les choses et peut-être que des éléments techniques ou des collectes d'informations nous auront peut-être échappé. Ça, c'est un élément qu'il faut bien prendre en compte. Maintenant, on est dans des sources de données qui sont assez vastes, assez larges, et la qualité du référentiel et le détail d'informations mériteront d'être affinés au fil de l'eau. Des cas précis et clairement identifiés, tentons de les remonter et au fil de l'eau, on investiguera pour mieux comprendre. Dans un environnement très vaste, une fois de plus, je le répète, c'est difficile d'avoir anticipé tous les cas, mais on va chercher la solution. Mais je me permets un petit ajout. C'est aussi parce que je pense que quand vous regardez le deuxième volet, le deuxième onglet de mon comparateur, c'est le volet bâtimentaire. Et effectivement, contrairement à ce que peut-être on peut penser que ça soit déjà préalimenté, c'est plutôt à vous de saisir deux éléments sur le type de bâtiment que vous souhaitez voir et un élément de consommation. Et c'est grâce à ça où le reste des résultats vont se défouler de manière immédiate, mais en termes de comparaison avec le moyen national et d'autres éléments sur l'impact prévu sur le décret tertiaire, ou en tout cas éco-énergie tertiaire. Et donc, du coup, a priori, c'est normal si vous ne voyez pas tout de suite des bâtiments remplis, mais vous pouvez faire les tests sur certains de vos bâtiments et ça fonctionnera très bien. Nous avons une deuxième question sur Prioréno, cette fois, une personne qui nous demande si une plaquette ou de la documentation de manière plus générale est disponible pour transmettre aux communes pour communiquer. Oui, alors il y a pas mal d'informations sur la page offre, il y a des vidéos, il y a des tutos, etc. Donc je pense que le bon lien, c'est la page Prioréno sur la plateforme Banque des Territoires. J'en profite juste pour une précision, parce que la question n'a pas été posée, mais elle aurait pu être posée. J'ai dit que nos partenaires, c'était Enedis et GRDF. Donc aujourd'hui, les zones qu'on couvre, c'est les zones qui sont connectées via Enedis et GRDF. On est bien conscient que c'est partiel et on discute très fort avec les différents autres fournisseurs que sont les ELD ou sur les territoires outre-mer et Corse. On espère, tout ne dépend pas malheureusement de nous, il faut aussi de la bonne volonté collective. Donc on espère très fort pouvoir ouvrir et aller plus loin dans le périmètre qu'on couvre. Et voilà, on mobilise très fort les discussions là-dessus. Je vois également une autre question qui était posée par rapport à mon comparateur, qui est plutôt un commentaire, mais qu'il soit dommage aujourd'hui qu'on saisisse uniquement la commune et non pas une possibilité de saisir le PCI. C'est effectivement un sujet que aujourd'hui les sources, et Al, tu m'auras bien précisé, sont effectivement à l'échelle de la commune. Maintenant, on réfléchit par la suite sur l'agrégation et la visualisation à un niveau, à une échelle effectivement. Pour faire des regroupements. De regroupement, oui. Très bon remarque. Si je peux, une dernière précision sur Prioréno pour les syndicats d'énergie. On a souvent la question, est-ce que moi, syndicat d'énergie, je peux avoir la vision consolidée pour l'ensemble des communes que je sers? Oui, c'est possible. Il faut juste, c'est pour ça aussi qu'on a ces conventions de partenariat pour bien accompagner des demandes un peu particulières qui sont plutôt du ressort des syndicats. Donc c'est possible, il faut juste qu'on en discute avec l'accompagnement qui vous est dédié sur le sujet. Voilà.
On a une nouvelle question qui concerne cette fois la base des 1000 m². Prend-elle en compte un seul et même bâtiment ou bien un ensemble? Je n'ai aucun bâtiment de 1000 m² dans une commune, mais j'ai une importante résidence de loisirs avec 120 petits bâtiments. Suis-je concerné? Alors voilà une question tout à fait pertinente. Les cas sont extrêmement nombreux et je prendrai la réserve de ne pas répondre de façon précise aujourd'hui. Le décret tertiaire, il concerne des bâtiments de plus de 1000 m², mais dans une lecture qui est celle des propriétaires comme celle des occupants ou des locataires. Et donc, typiquement, il faudrait étudier, regarder le bâtiment ou le lot de bâtiments dans son ensemble pour identifier ce qu'on appelle des EFA. C'est un jargon un petit peu compliqué que je ne vais pas développer maintenant, mais qui va permettre d'identifier plus précisément si, oui ou non, chacun des bâtiments est éligible. Les activités, ce que le bâtiment héberge, son rôle, son fonctionnement font partie aussi des éléments qui vont rendre éligible un ou un autre bâtiment. Et donc, certaines fois, on est éligible au décret tertiaire parce qu'on occupe une partie d'un bâtiment de 1000 m². Et donc, c'est une démarche qui, reconnaissons-le, mérite un peu de prise de recul. Ce n'est pas toujours simple. Merci pour vos questions. On va passer à la deuxième partie de cette table ronde, mais je vous invite à rester sur le plateau parce qu'à la fin de cette deuxième séquence, on pourrait avoir un petit temps de mots de la fin, en tout cas, par rapport à différentes remarques qui auraient été faites dans cette deuxième partie. On va passer maintenant à cette deuxième partie qui est un différent retour d'expérience, témoignages des collectivités, donc deux collectivités, Tuméry et Rantigny. Et effectivement, au Hub des territoires, systématiquement, dès lors qu'on présente des solutions, on veut toujours avoir en mise en application, en mise en concret de ces solutions pour faire témoigner aussi ou projeter des utilisateurs, des collectivités, des acteurs de territoire sur ces solutions. Et du coup, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Louis Carlier, donc adjoint délégué au développement durable, à la maîtrise d'énergie et du digital sur la commune de Tuméry, et Patrick Daven, premier adjoint au maire sur la commune de Rantigny. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Super. Bonjour à toutes et tous. Pareil que la première séquence, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. On va tourner du coup d'abord vers Monsieur Carlier. Déjà peut-être nous présenter votre commune et ses caractéristiques, éventuellement des spécificités par rapport à son bâti. D'accord. Est-ce qu'on peut lancer le PowerPoint? Oui, tout à fait. Donc la commune de Tuméry, vous voyez qu'il y a une belle feuille verte, c'est une feuille de betterave, soi-disant. Et justement, je vais parler des betteraves. Tuméry, 4000 habitants environ. On est passé de à peine 3000 à 4000 habitants en même pas une vingtaine d'années. Fait partie d'une communauté de communes qui s'appelle Pével-Carambeau, qui regroupe 38 communes et environ 100 000 habitants. Pourquoi je vais parler d'industrie sucrière? Tout simplement parce que Tuméry, c'est le sucre béguin. Donc, je pense qu'il y a un petit problème de réseau pour Monsieur Carlier. On va peut-être passer, en attendant de rectifier un peu la situation, à Monsieur Daven. Oui, bonjour à tous. Donc, Du coup, la commune de Rantigny est une toute petite commune de 2540 habitants à peu près. Notre patrimoine comporte 26 bâtiments communaux, qui comprend des écoles, un gymnase, une salle polyvalente et tout. On a deux bâtiments qui étaient les plus énergivores, donc le gymnase et la salle polyvalente, qui sont principalement occupés par des associations, la saison culturelle et les locations pour la salle polyvalente. En 2017, il y a un diagnostic qui a été réalisé par le SE60
qui nous a permis un diagnostic énergétique qui nous a permis de réaliser des travaux d'économie d'énergie sur le gymnase et la salle polyvalente, en mettant en place une GTB. Et sur les autres bâtiments, de faire une isolation des vides sanitaires, des tuyaux de chauffage et des tuyaux d'eau chaude sanitaire. Le SE60 nous a transmis son analyse sur l'année 2022, sur les 6 premiers mois de l'année 2022, suite à la mise en place de cette GTB, et nous a communiqué le chiffre de 17% d'économie de réaliser sur ces 2 bâtiments, gymnase et salle polyvalente. Nous avons aussi rénové tous nos parcs d'éclairage public. On est maintenant à 100% en LED. Concernant après Prioréno, il y a une convention qui a été signée entre le SE60, la Banque des Territoires et la commune le 28 février 2023, pardon, excusez-moi. Sur Prioréno, donc on répertorie 29 sites, y compris nos éclairages publics, donc qui comprend tous nos bâtiments communaux et donc l'éclairage public. Pourquoi Prioréno? C'est vrai que ça facilite l'acquisition aussi bien en termes de gaz que d'électricité, et on peut avoir toutes nos consommations sur le même logiciel. Auparavant, on faisait, par rapport aux factures des uns et des autres, on faisait une saisie sur Excel. Donc, on va avoir un gain de temps important avec Prioréno. Ce qui va nous permettre aussi de suivre nos consommations énergétiques de tous nos bâtiments communaux, et ainsi de pouvoir réaliser des diagnostics énergétiques sur les bâtiments qui seront les plus énergivores. Puis par la suite, suite au diagnostic énergétique permettra de réaliser des travaux d'amélioration pour baisser nos consommations électriques et gaz. Voilà, j'ai essayé de balayer un peu tout ce que j'ai pu connecter sur Prioréno. Merci beaucoup, monsieur. Pour compléter le témoignage, peut-être pour faire le parallèle côté mon coopérateur, est-ce que monsieur Carlier, vous nous entendez? Oui. Et super, on vous entend, c'est parfait. Du coup, je reviens sur les slides. Pardon, on était coupé dans votre présentation. Alors, oui, tout à fait. J'en étais à la présentation de la commune. Voilà. Donc, dans la continuité de monsieur le premier adjoint de la commune de Rantigny, 15 bâtiments communaux sur Tumerie. Un âge moyen de plus de 50 ans, ça se comprend parce que Béguin, c'était une politique paternaliste que beaucoup ont critiqué et que maintenant beaucoup aimeraient revoir le jour, parce que dans la commune, il y a eu très rapidement une salle de sport, puis une deuxième. Il y a eu un grand stade, il y avait même une piscine à l'époque, il y avait une salle des fêtes, enfin bref, tout l'accompagnement était présent. Donc nous avons des bâtiments malheureusement de plus de 50 ans qui n'ont jamais été rénovés d'un point de vue énergétique, dont 6 sont, je dirais, concernés par le décret écotertiaire supérieur à 1000 m². Donc je peux faire la liste de ces bâtiments communaux, une surface totale de 11 430. On peut passer à l'autre slide, s'il vous plaît. Les consommations totales, c'était juste avant, s'il vous plaît. Consommation en gaz pour le chauffage, essentiellement de l'ordre de 900 MWh, 900 millions de 1000 kWh. En électricité, hors éclairage public, de 175 MWh. J'ouvre une petite parenthèse. Effectivement, l'éclairage public, nous avons tout passé en LED à l'été 2022 grâce à une convention qui nous a fait l'avance du financement nécessaire pour tout passer en LED, et on rembourse à travers nos attributions de compensation. Le remboursement concerne à peine 50% des économies en euros que nous faisons grâce à ce passage en LED. On a une facture quand même totale de l'ordre de 170 000 €, 13% des charges à caractère général, c'est très impactant. On est plutôt à 44 € par habitant par an, j'ai recalculé, 41 c'était une moyenne, pour une moyenne nationale de 32 €, donc on voit qu'on est largement au-dessus. Et à partir de 2020,
dans mon 4e mandat, du fait de mon passé énergétique, et dans la retraite, donc ayant en plus de disponibilité, j'ai lancé une analyse des consommations entre 2017 et 2020. L'année 2017, ce n'est pas forcément l'année de référence par rapport au décret tertiaire, mais c'était intéressant. J'ai établi un ratio de kilowattheures par an par mètre carré, mais surtout ramené à l'utilisation, parce que c'est pas pareil d'avoir un bâtiment tertiaire comme la mairie, où c'est 5 jours sur 7, voire 5 jours et demi de présence, qu'une école où il y a des vacances scolaires, etc., ou une salle des fêtes où l'utilisation est plus ponctuelle. L'objectif de toute cette analyse, c'était de lancer un plan de rénovation énergétique communal avec une planification, un PPI, un plan pluriannuel d'investissement sur 5 années. Pourquoi 5 années? Parce que vous devinez, 2020, 2025, puis les élections en 2026. Et surtout, être prêt à déposer des demandes de subventions. Et j'ai ajouté un gros volet énergie renouvelable, et notamment des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments. Si je peux avoir le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Quand on parle d'outils d'accompagnement, effectivement, mon comparateur énergétique, si je l'avais eu en 2020, ça m'aurait beaucoup facilité la tâche. Monsieur le premier adjoint de maire de la mairie de Rantigny disait tableau Excel, etc. Il fallait renseigner des tas de choses. C'est ce qu'on a fait. Et maintenant, je dirais qu'on va se passer ce tableur Excel parce qu'on a systématiquement les renseignements dans mon comparateur énergétique, sous réserve d'avoir rentré quelques éléments préalables, bien sûr, et également au travers d'une plateforme qui existe maintenant chez Enedis, qui est l'espace mesures et services, qui est très intéressant. Et je suis en train de travailler avec GRDF, c'est-à-dire le gestionnaire du réseau concernant le gaz, pour avoir le même type, je dirais, de data disponible pour la commune via une convention, et c'est gratuit. L'absence d'une démarche intercommunale, j'ai ajouté une non-éligibilité, exemple Acté FNCCR. J'ai essayé il y a 3 ans de rentrer dans le programme Sequoia, etc., notamment parce que je voulais rénover les 3 écoles de la commune, et il fallait que j'ai une démarche de regroupement avec des communes voisines ou au niveau de l'EPCI. L'EPCI, il ne fallait pas y compter, ce n'était pas dans ses compétences. Et au niveau des communes limitrophes, je parlerai de culture économique et de culture de clocher. Au niveau de la commune de Tumuris, la culture économie d'énergie était peu prégnante, et puis c'était surtout un fonctionnement en silo. Ça, c'est l'histoire, c'est pas un reproche que je fais, c'est un constat. Les études préalables, c'était par un élu, c'est-à-dire votre serviteur, mais j'ai quand même créé un groupe de travail interne pour créer, je dirais, une osmose de la synergie, et puis essayer de convaincre petit à petit l'ensemble du bureau exécutif et ensuite du conseil municipal. À l'époque, il n'y avait pas encore les compteurs Linky et Gaspard qui rendent des services en matière de data également. Et puis en 2023, effectivement, il y a le comparateur énergétique, Priorino, qui arrive maintenant, des solutions de financement, que je suis très intéressé par ça également, parce que les communes de notre taille, au niveau possibilité de financement, c'est pas évident. Tout à l'heure, j'ai parlé de 3 écoles, on est quand même sur un investissement de 2 millions d'euros globalement, et un accompagnement de proximité. Le dernier slide, s'il vous plaît. Quelques exemples de rénovation. Actuellement, une salle de sport Béguin, c'était la plus énergivore. Donc, ce que j'ai fait au départ, l'audit énergétique et puis l'état des lieux, bien sûr, des consommations, etc., montrait que la salle de sport Béguin, on était à 200 kWh par an par mètre carré. Bon, avec une très forte utilisation, parce qu'il y a le collège, les écoles qui utilisent la salle de sport et bien sûr les associations sportives. On a réalisé une nouvelle toiture avec isolation, le bardage extérieur avec l'isolation par l'extérieur. On a mis une centrale de traitement de l'air en double flux, parce que ça joue aussi sur les aspects de condensation, voire de santé, etc. Mais c'est très intéressant, ça a un coût, mais très facilement rentable par les économies d'énergie qui sont derrière. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la domotique, mais ça en fait partie. Un éclairage LED total, des panneaux photovoltaïques sur une petite extension, une gestion technique du bâtiment, une récupération d'eau pluviale qui permet d'accéder à des subventions de l'agence de l'eau et la modernisation des équipements sportifs. Le coût total, 1 830 000 €. Vous voyez que c'est important, mais nous avons eu 65% de subventions et un objectif de réduction de consommation qui seront analysés bien sûr en fonction de la mise en service et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans pour montrer qu'on est bien à 51% d'économie et on vise les 60%
en 2050 par d'autres moyens. Les ateliers municipaux, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, il faudrait parler des 3 écoles en dossier massifié, tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour obtenir des fondations, que ce soit le Fonds vert ou le FEDER, il faut massifier. C'est très intéressant à tout point de vue. Mais quand je massifie et que j'ajoute au dossier des écoles des îlots de fraîcheur, que j'ajoute une centrale de traitement de l'air, notamment pour le CO2 dans les salles de classe, on dépasse très largement le fond, le plafond accordé de 800 ppm CO2. Et bien sûr, sur chaque toiture, des panneaux photovoltaïques. Pour les 3 écoles, on a l'ambition de mettre 130 kW crête en matière de panneaux photovoltaïques. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas être trop bavard pour laisser la place aux questions. Merci beaucoup, Monsieur Carlier. Pour vos deux communes, je vois des communes qui sont bien en avance. Ça fait franchement plaisir. C'est pas tout. Bon, c'est souvent le cas quand on fait intervenir des collectivités parce qu'ils ont justement un retour d'expérience. Mais pour beaucoup de collectivités qui nous écoutent et pour d'autres qu'on voit au quotidien et auprès de nos directions régionales, je pense que ce n'est pas encore le cas. Vu l'ampleur de défis qu'on avait entendu tout au début par Sébastien, je pense qu'on voit bien l'ampleur de la tâche et effectivement ce qui est demandé auprès des communes, notamment avec des bâtis de plus de 1000 mètres carrés, mais pas que. On a un vrai enjeu tous collectivement. Donc merci beaucoup. Merci aussi pour vos témoignages de l'importance de ces outils. C'est excellent de voir que vous pouvez l'utiliser même si vous avez déjà commencé à faire des rénovations ou assez avancé sur vos communes. Et c'est intéressant peut-être d'avoir votre retour sur l'utilisation par d'autres communes qui n'auraient peut-être pas encore commencé ou en tout cas moins avancé que vous. Est-ce que vous pensez que ces outils, donc Mon Coopérative énergétique et PrioRénov, peuvent aider à justement sensibiliser les différents acteurs de la commune ou même créer le dialogue nécessaire au sein des intercos et d'autres échelles? Vous posez la question Oui, aux 2 communes, là? à vous, M. Daven. Pardon. Oui, je l'ai dit pendant mon exposé, il faut parler vite, 5 minutes, etc. J'ai même débordé, je pense. Si j'avais eu mon comparateur énergétique, ça m'aurait beaucoup facilité la tâche au début. Bon. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'espace mesure et service. Ça va plutôt me servir en matière d'exploitation et notamment au niveau évaluation des actions. Parce que quand on investit dans une commune, il faut avoir la culture aussi de l'évaluation. On n'investit pas pour rien. Au-delà de ça, c'est sûr que PrioRénov est très intéressante. Je vais l'utiliser pour les autres bâtiments communaux. Il y en a 15, hein, donc il y en a plus de la moitié qui sont assez énergivores. Donc on a d'autres projets qui vont sortir, mais plutôt vers la fin du mandat, voire début de mandat d'après. Et il y a aussi l'accompagnement de la Banque des territoires en matière de cofinancement. Ça aussi, c'est intéressant. Et notamment, j'ai été intéressé à un moment donné sur le dispositif Attracting. Si je prends les 3 écoles, je fais une économie de 25 000 € par an pour les énergies, électricité et gaz. Donc, si je fais sur 10 ans à peu près, ça fait 250 000. Vous voyez qu'avec ça, je peux quasiment satisfaire l'autofinancement nécessaire de la commune de 20%. Et Monsieur Daven, peut-être un complément? Non, il y a déjà eu beaucoup de choses dites. Voilà, PrioRénov aussi, ça va nous aider, comme je vous ai dit, à pouvoir avoir la remontée d'informations aussi bien en termes d'électricité que de gaz et de nous permettre de mener les actions qui vont bien sur les bâtiments les plus énergivores, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup pour vos retours Merci à vous. d'expérience. Est-ce qu'on a des questions dans le chat ou dans la salle? Timothée Méry. Merci. J'ai une petite question, c'était pour Monsieur
Monsieur Carlier, il me semble qu'il vient d'évoquer à la fin les 25 000 euros d'économie annuelle sur les écoles liées à la rénovation des bâtiments. En fait, je me demandais quelle était la part des travaux qui pouvaient être financés par ces rénovations énergétiques et par les gains énergétiques. Donc, il me semble qu'il a parlé de 20% du coût des travaux. Donc, c'est un enjeu, il me semble, important de savoir. Donc, le reste est probablement subventionné, mais est-ce que vous avez d'autres exemples sur un financement au-delà des 20% du coût des travaux grâce à des rénovations bâtimentaires? Oui. La salle de sport que j'ai présentée, Fernand Béguin, 65% de subvention. Tout simplement parce que je me suis cantonné aux subventions de l'Hexagone, État, département, région, communauté de communes, etc. Pour les 3 écoles, j'ai un dossier FEDER en cours de préparation. Mon objectif, c'est d'obtenir, c'est un objectif ambitieux, mais il faut y aller, 80% de subvention. Et si j'ajoute les 20% de subvention, enfin d'autofinancement nécessaire, c'est le Code général des collectivités territoriales, on est obligé de financer 20%. Si avec la Banque des territoires, on peut avoir, je dirais, l'avance nécessaire pour le faire et ensuite rembourser en fonction des économies d'énergie. Voilà, au bout de 10 ans, le travail est fait, donc tout le monde en a profité, surtout les enfants et les enseignants. Et puis ensuite, c'est tout bénef, parce que le coût de l'énergie, à mon avis, ne va pas baisser d'ici 10 ans. J'ajouterai un petit commentaire, excuse-moi, il y a eu quelqu'un qui m'a parlé d'autoconsommation pour les panneaux photovoltaïques. Oui, je fais une étude actuellement, surtout sur une autoconsommation collective pour les 3 écoles. Je pense qu'on pourrait même aller au-delà, embarquer peut-être la mairie ou la salle des fêtes sur cette autoconsommation collective. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder systématiquement lorsqu'on installe des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux. Autre question? Sinon, je vois que Guillaume, vous avez indiqué justement une plutôt bonne nouvelle. Je pense à Monsieur Carlier. Je vous laisse exprimer. Absolument, effectivement, sur le fait, on en faisait un prérequis indispensable sur le programme Acte 1 et Acte 2, à savoir le fait de se regrouper, puisqu'on croit beaucoup à la mutualisation. On travaille entre communes, entre intercommunalités, notamment par rapport à l'effet levier prix qu'on peut avoir lorsqu'on va faire des commandes groupées de matériaux, par exemple des isolations de combles type opération cocon, ou bien lorsqu'on met en commun une expertise type un économe de flux, mais pour répondre quand même à des dynamiques territoriales qui sont très diversifiées. J'ai saisi certains des éléments d'explication de Monsieur Carlier. On peut retrouver ces éléments d'explication sur d'autres territoires. On a décidé dans le cadre d'Acte+, donc le nouveau volet d'Acte, et précisément dans le cadre du dispositif de financement en chaîne, d'ouvrir la possibilité aux collectivités qui ne sont pas mutualisées, en présentant la raison pour laquelle effectivement il n'y a pas eu de mobilisation de cette mutualisation-là, mais qu'elles puissent quand même avoir accès à ces financements-là. Donc effectivement sur Acte+, on garde le même socle que ce qu'on a fait sur Acte 2, avec quelques simplifications et ouvertures, et celle-ci en fait partie. Merci Guillaume. On avait peut-être une dernière question avant le mot de la fin, peut-être de chacun de vous. Question pour Priorino et mon comparateur sur la possibilité de déploiement, en tout cas d'utilisation des données pour l'outre-mer, les outre-mer, pardon. C'est un sujet malheureusement un peu difficile à traiter et c'est pour ça effectivement que c'est une bonne question. Je laisse Stanislas répondre. Oui, donc pour l'outre-mer, comme je disais tout à l'heure, comme pour la Corse, en fait, on est en discussion notamment avec EDF pour pouvoir se brancher sur leur base de données et pouvoir ouvrir. Voilà, maintenant, il y a un certain nombre de collectivités aussi qui font la même demande à EDF que nous. Donc, en mutualisant nos efforts, je pense qu'on va y arriver, j'espère, rapidement. Et pour mon comparateur, peut-être une précision? L'expérience va nous permettre de sophistiquer le sujet. Je crois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous brancher sur l'outil et pour pouvoir en tirer les bonnes conclusions. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quelques voies de progrès et donc on les note. On va déjà essayer de les intégrer au fil des retours d'expérience.
Moi, ce que j'aime bien dire pour conclure, c'est que je trouve qu'il y a un phénomène de conviction autour de cette transition énergétique qui est en train de prendre forme de tous les côtés. Et les témoignages qu'on vient d'avoir sont très précieux pour ça. Ils montrent que quelle que soit la taille et l'ambition, quand on y va et qu'on y croit, les solutions sortent. Et je vous félicite notamment tous les deux parce que vos exemples sont rares, reconnaissons-le, mais une fois de plus, un grand bravo parce que belle démonstration. Et merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Merci beaucoup. Stanislas ou Guillaume, peut-être un mot de la fin aussi de votre côté? Effectivement, pour souligner la dynamique des communes, hein, l'intelligence, elle vient du terrain avant tout, d'où l'importance effectivement de connaître tous ces dispositifs nationaux qu'on porte, mais aussi de savoir s'appuyer sur l'intelligence locale. On parle des différentes agences locales qu'on peut trouver, direction régionale de la BDT par exemple, mais aussi par le portage de postes type économe de flux ou CEP, peu importe le nom encore une fois. C'est à ça aussi qu'on sert, c'est à cofinancer ce type de poste-là. Donc n'hésitez pas à vous adjoindre ce type d'ingénierie-là pour porter vos projets au plus haut de manière mutualisée si c'est possible, mais si c'est pas possible, on vous accompagnera quand même et on sera très content de le faire. Oui, et puis juste un mot pour dire voilà, que notre rôle, Banque des Territoires, c'est de faciliter au maximum l'accès à ces données, l'accès à ces financements, et qu'on est là pour soutenir les volontés que les territoires expriment sur le sujet. Super. Peut-être aussi, je vous laisse aussi un mot de la fin de nos amis de Hauts-de-France. Oui. Je vais reprendre l'expression qui est souvent utilisée. Il n'y a que ceux qui ne savaient pas que c'était impossible qui l'ont fait. Donc effectivement, il faut une certaine dynamique, il faut y croire, il faut une conviction, même si parfois on est un peu seul. Mais c'est pas grave, il faut y aller parce qu'on est passionné, donc on le fait. Et puis autour de nous, Guillaume le souligne, il y a quand même pas mal de dispositifs. Ça aussi, quand je parle de culture économique, c'est aussi des messages à faire passer. Il est nécessaire, entre guillemets, de prendre son bâton de pèlerin, de faire un peu de marketing autour de tout ça. Et c'est pas des vendeurs de soupe, parce que Dieu sait qu'il y en a. C'est un vrai service public et que j'apprécie beaucoup. Monsieur Daven? Oui, pour le mot de la fin, je dirais qu'il faut investir pour pouvoir économiser par la suite. Je pense qu'on est tous d'accord pour ce point-là. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos interventions et les échanges passionnants et votre participation. Et j'espère à bientôt au Hub des Territoires. Merci. Merci. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.